Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre magazine d'analyse et de commentaires de l'actualité de la semaine dont Ghislain Pierre-Essonneau vous présente tout de suite. Ce qui est permis n'est pas interdit, tout comme ce qui est interdit n'est pas permis. Cette théorie a l'avantage de s'appliquer à tous les secteurs de la vie, c'est plus précisément un esprit des lois. Les savants en reconnaissent la paternité à Montesquieu, Épigone de Cicéron, lui-même de Polybe, d'Aristote et de Platon. Ces choses-là, on les a appris par un ami qui est allé à leur école. Comme je le disais, les choses interdites ne sont pas permises et à l'inverse, les choses permises ne sont pas interdites. Prenons un exemple plus près de nous. Il a trait au financement des partis politiques. Une loi dispose à ce sujet que ces associations bénéficient d'un financement par an à condition de disposer des élus. De ce point de vue, je dirais comme au Cameroun, pas de problème. D'un autre point de vue, la norme n'exclut pas les legs, les dons et autres financements extérieurs. On est donc là, en plein dans le champ des associations, à l'image du mouvement Tantampion qui, l'autre jour, a reçu l'argent de l'Union européenne et des autres entités de la communauté internationale. Sauf que, quand il s'est agi de Maurice Kamto, Akere Mouna et Joshua aussi, beaucoup d'encre et de salive a coulé. Autour du vrai faux ou d'un réel vrai, financement à hauteur de 2,5 milliards par l'ambassadeur américain en leur faveur. Imaginons que nous soyons dans la pré-campagne. Imaginons que les opposants sont d'appoint avec les ingérences étrangères et donc veulent déstabiliser le pays. Imaginons aussi qu'ils soient victimes d'une machination. Parce qu'à la fin, il faut se demander qui du système ou des opposants ont raison dans cette affaire. Le peu de gap qui sépare la prise de parole de l'ambassadeur Peter Ballerin à la dite nouveauté mérite un questionnement autant qu'il faut savoir où se trouve le coup, qui le donne et pourquoi. À proprement parler, alors que d'aucuns soupçonnent les uns de pactiser avec l'étranger, les uns disent illicites les cotisations des autres en faveur d'une campagne d'un candidat. La guerre non martiale des élections a donc déjà commencé. Il était une fois François Fillon en France. À quelques jours de la primaire, s'étaient abattus sur lui des boules gluantes. À quelques jours de la présidentielle, d'autres boules disaient et accusaient son épouse d'enrichissement illicite. Voici qu'au Cameroun, à défaut d'argent, comme adjuvant, les adversaires du candidat président ou président-candidat s'attaquent à son image, comme c'était le cas cette semaine dans les réseaux sociaux. Affiches ou prétendues affiches de Paul Biya, on est bien parti dans le match. À s'y méprendre et à y regarder, l'opinion croit à une contre-attaque dont on ignore officiellement les meneurs. C'est d'autant plus que les boucliers de l'ambion sont sur le qui-vive. Dans cette émission, l'important est le sens à donner à l'affiche, au moment de l'affiche et à l'effet plus ou moins escompté de cette affiche. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre-Essonneau de nous avoir si bien donné le ton de cette émission en direct de Yaoundé. Et les invités sont déjà sur ce plateau. J'accueille Aboyero qui est coordinateur national des associations des étudiants originaires du Grand Nord, président national des mouvements des jeunes du FSNC. J'accueille également Emmanuel Tonga qui est président régional du SDF dans le centre. Troisième invité sur ce plateau et pas de moindre, Madame Tyriane Noah. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons une dame sur ce plateau. Elle est deuxième vice-présidente du MRC. Nous avons également Jean-Baptiste Atemengue, vice-président de la section RDPC à Ngoumou, c'est dans la région du centre. Et enfin, un journaliste en semi-retraite, il nous dira tout à l'heure ce que ça veut dire, Amand Okol, coordonnateur national du pôle action de terrain du mouvement 11 millions d'électeurs porté par Cabral Libi. On va faire un tour d'horizon de l'actualité de la semaine, porté à la une des journaux. On vous revient juste après avec les sujets en débat dans cette émission. Bonjour. Présidentielle 2018, les États-Unis s'opposent à la France. Le quotidien Émergence présente les enjeux d'un conflit où les États-Unis veulent chasser Paul Biya du pouvoir, tandis que la France le protège.
Un indice du soutien de Paris, la présence au Cameroun de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères cette semaine. Les manœuvres des États-Unis sont présentées par Génération Libre pour qui les leaders de l'opposition, candidats à la prochaine présidentielle, ont tenu une réunion secrète avec l'ambassadeur du pays de l'oncle Sam au Cameroun, Peter Henry Ballerin. Le quotidien L'Épervier renchérit en faisant savoir que Joshua aussi du SDF, Maurice Kamto du MRC et Akeremouna du mouvement Nao ont reçu de l'argent de Washington pour mettre fin au règne de Paul Biya avec une candidature unique. 3 milliards ou 2, comme à la une de Sans Détour, il se trouve que ces candidats ne s'accordent pas sur les modalités de partage. Ils méprisent ainsi la loi sur le financement des élections. C'est un jeu de massacre pour mutation. Ces informations groupées des tabloïds ont été démenties et par les candidats et par les États-Unis, par la voix de son conseiller des affaires juridiques. Que ce financement soit vrai ou faux, la candidature unique est programmée pour échouer selon Repère, qui à l'analyse des discours de ces candidats déclarés y voit un rêve utopique dont Akeremouna serait le seul à caresser. Avant l'élection, il faut régler le problème anglophone et Cameroun Tribune montre comment le gouvernement promeut le dialogue. Le Premier ministre-chef du gouvernement Philémon Yang a rappelé les outils de consolidation de ce dialogue lors d'une séance des questions orales à l'Assemblée nationale. Le vivre ensemble est sucré dans les bouches depuis quelque temps. Le problème pour l'info, c'est qu'une poignée d'individus mangent ensemble au détriment du peuple, ce qui crée naturellement des frustrations. La preuve que le vivre ensemble n'est pas le problème, c'est que Camerounais de tous bords apportent la contribution au plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions anglophones. Et le soir, de rappeler que la région du centre a cotisé 152 millions de francs CFA, un soutien inconditionnel. Si ce plan met le pays à l'épreuve des réalités, reste d'après Diapason que les actions doivent prioritairement être menées sur le terrain pour établir l'ordre et la paix. Une paix tant recherchée au tribunal criminel spécial qui n'a récupéré que 7 milliards sur les 3 milliards de francs CFA détournés, des chiffres rapportés par le quotidien Émergence qui parle de près de 200 affaires déjà jugées par le TCS entre 2012 et 2017. Le recouvrement de ces 3 milliards serait utile pour éponger la dette intérieure du Cameroun et régler d'autres problèmes. Le président Paul Biya s'est battu pour ordonner le paiement de 10 milliards de francs CFA, un ouf de soulagement pour les petites et moyennes entreprises qui sont dans un état très inconfortable. Les députés vont mieux de leur côté. Le gouvernement leur demande de valider la prorogation de leur propre mandat pour 1 an encore. Le quotidien national bilingue explique le texte de loi déposé à l'Assemblée nationale par le calendrier électoral très chargé en 2018. Il faut décanter la situation. La République centrafricaine voisine, comme un morceau de viande, se fait dévorer par les grandes puissances, à en croire le héros national. Que de conflits d'intérêts entre la France, la Russie, la Chine et d'autres puissances. Le maître du jeu, constate le journal, reste le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Même constat pour intégration dans ce qu'elle appelle la nouvelle route de la soie. L'Occident et la Chine se déchirent pour ce projet incluant 64 pays. Il y a un plan de déstabilisation de l'Afrique centrale qui se cache derrière ce chantier. Bon dimanche et à dimanche. Ouest et le sud-ouest, c'est le fil conducteur de cette émission aujourd'hui en direct de Yaoundé. Et nous allons commencer par ces intoxications, allégations non fondées, rumeurs mensongères, litanie d'adjectifs qualificatifs après dont la diffusion par plusieurs titres de la presse nationale de ce que plus de 2 milliards de francs CFA auraient été débloqués par le gouvernement américain au profit de 3 candidats déclarés à la présidentielle. Amor Okol, vous y avez cru? Bonjour Carole, bonjour à tous les auditeurs, les téléspectateurs impondérables de Canal Presse. Et vous me permettez
de tirer un énorme coup de chapeau à Canal 2, à son service de sport, qui nous offre, j'ai envie de dire, une belle dégustation intellectuelle. Il y a longtemps, après les Abednego Messan, après les Jean Lambena et autres, un matin Camus, on attendait la preuve de ce que le Cameroun est cette nation qui regorge d'énormes talents, et je tire un énorme coup de chapeau à Canal 2 et son service sport. Je vous assure, je ne peux pas regarder. Et d'ailleurs, à les 15h, matchs. Espagne-Russie, c'est sur Canal 2 Je ne International. peux pas regarder vous les pourrez matchs regarder. ailleurs que sur Canal 2 parce que les reportages sont excellents. Alors, vous me posez la question de savoir si j'ai cru à ce que j'appelle la vision fantasmagorique et même fantasmatique. Cette affaire suscite plusieurs interrogations. J'ai entendu dire ici et là que certains points du régime sont à la solde de cette publication et que certaines rédactions ont été payées à concurrence des centaines de millions de francs CFA. Je connais les gens qui travaillent dans ces quotidiens et je n'ai pas envie de croire un seul instant que cela relève de quelque manière que ce soit de la véracité. Mais c'est quand même à se poser des questions. Comment peut-on en arriver là? La première des choses qu'il faut reconnaître, c'est que les États-Unis, et c'est connu de tout le monde, les États-Unis ont l'habitude de financer des activités de par le monde, que ce soit des activités sur le plan citoyen, du développement, sur le plan social, sur le plan de la formation. Oui. Et donc, si c'est dans ce cadre-là que ces formations politiques ont, par extraordinaire, j'ai envie de le croire, obtenu ces financements, je dis, on est encore plus ou moins dans des faits qui sont admissibles, mais si d'aventure. Et puis je connais un tout petit peu les Américains pour savoir qu'ils savent faire les choses quand même. Ça fait de manière soft. Oui, ils sont un tout petit peu soft. Mais je reste dans le questionnement. Je suis davantage interpellé dans cette affaire quand je vois le support, le canal à travers lequel l'ambassadeur des États-Unis ou l'ambassade des États-Unis a décidé de faire le démenti là-dessus. Mais vous noterez naturellement que des 5 candidats qu'on cite souvent, c'est-à-dire quand vous excluez le candidat naturel du RDPC et les 3 qui sont cités dans cette affaire, vous noterez qu'il y a un qui n'est ni de près, ni de loin concerné par cette affaire, c'est bien le leader du mouvement 11 millions de citoyens qui est le candidat investi par le parti Univers et c'est tout bénef pour nous. Emmanuel Tongalo SDF a donc démenti ces informations et dit que les médias qui ont diffusé cette affaire sont bien identifiés et seraient à la solde de certaines pontes du régime de Yaoundé. Est-ce que vous allez croire que cette affaire a été mise en scène par vos adversaires? Oh, effectivement, ce sont des histoires de Koulou la tortue et des œufs, voilà, comme on dit chez nous. Œufs la panthère, ouais. Les histoires où on va voir ce Koulou-là tout petit face à 50 panthères et c'est toujours cette petite tortue qui s'en sort. Donc il y a eu un démenti officiel de l'ambassadeur des États-Unis. Qui a répondu pour ta gouverne, Armand Okol, aux médias qui lui a adressé une demande de réponse. Il y a eu un démenti de notre shadow ministre, Jean-Robert Wafo. Il y a eu des démentis des QG de M. Kamto et de Akere. Et je vais vous assurer ici que notre candidat Joshua aussi n'a jamais mis les pieds à l'ambassade des États-Unis. N'a jamais peut-être pas ce jour. Ce jour, oui, mais les autres jours, il est parti les autres jours prendre ses visas ou ceci, mais pas ce jour-là. Il a été aussi reçu par l'ambassadeur américain, ce qui est tout à fait normal. La carrure du leader qu'il est lui impose quand même. Il n'a pas été reçu cette année par l'ambassadeur américain. D'accord. Cette affaire de l'ambassade américaine, c'est moi, Emmanuel Tonga, qui représentais le SDF à cette réunion. D'accord. Il n'y a jamais eu de réception. De Joshua aussi, ni de M. Kamto. On a été reçus. Vous parlez pour les 2 leaders? Non, pas pour les 2 leaders. Madame Moëlla, elle parlera pour le MRC. Oui. On a été reçus, si vous voulez que j'aille dans les détails de cette réception, je peux vous le dire. On a été reçus le 27 mai non pas par l'ambassadeur des États-Unis, mais par des représentants du Congrès américain et de la Maison des représentants
Representative House, nous avons été reçus par 2 dames de ces représentations-là, et on avait un représentant de l'ambassade américaine à Yaoundé. D'accord. Donc, le député Bapol Lipote, qui était avec nous, a déclaré, c'est quelqu'un qui cherche un poste de ministre. Pardon, comme M. Bapol Lipote n'est pas sur ce plateau, je n'autorise pas que vous parliez de lui. Mais c'est lui qui a apporté cette polémique. Je n'autorise pas que vous On n'a jamais été reçu par des membres de l'ambassade américaine. C'était des membres, des représentants. Merci, c'est bien compris. Alors, Madame Noa, le MRC a également démenti les informations diffusées par ces journaux, mais le MRC n'a pas aussi dit que M. Kamto n'a jamais été reçu par l'ambassadeur des États-Unis. Merci Carole. Et je tiens d'abord à remercier Canal 2 qui nous ouvre les portes à chaque fois qu'il nous invite pour parler du MRC ici, contrairement aux autres chaînes qui se contentent quand même davantage de parler du MRC plutôt que de l'inviter. Alors je vous tire un coup de chapeau. Et pour revenir à ce questionnement, justement nous ne comprenons pas qu'à une réunion à laquelle ont été invités des représentants des partis politiques, du SDF, 2 représentants, du MRC, 2 représentants, laquelle d'ailleurs notre président n'a pas été, quand il n'était pas là. Et puis le député, qu'une réunion, qu'une rencontre qui tourne autour des élections claires, transparentes et équitables soit transformée plus tard sur des presses à une réunion de pseudo-financement. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu le mot financement qui soit passé au cours de cette réunion? Attendez. Du genre, les partis ont besoin d'être appuyés, quelque chose comme ça? De manière sérieuse, le MRC est un parti sérieux qui s'autofinance. Les membres, les militants cotisent. On en vient aux modalités de financement, si vous voulez bien. Et donc, nous n'avons pas besoin d'un financement extérieur pour mener la campagne que nous allons mener de toute façon. Parce que s'il faut maintenant commencer à attendre une proposition financière, il est clair qu'après nous allons nous retrouver dans les situations. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Atemengue, est-ce que vous croyez à une manipulation des informations au profit du régime, comme me semble bien le dire ceux qui rejettent en bloc cette diffusion des médias locaux? Mais je ne sais pas pourquoi vous voyez le régime derrière ces informations. C'est un peu comme à qui profiterait le crime. Bon, vraiment 2,5 milliards, si vous les donnez à 4 partis de l'opposition, c'est la meilleure façon de les diviser. Je n'y crois pas du tout. C'est exactement ce que la presse dit. Et ensuite, les financements des Américains, ils ont toujours procédé par ce que M. Okol appelait le financement de la société civile. Beaucoup de partis politiques en ont profité indirectement, on le sait. Ça peut être bien pour développer la citoyenneté au Cameroun. Mais la démocratie camerounaise, nous la faisons pour nous-mêmes. J'apprends que ils y étaient pour exiger la transparence, l'équité de ces élections. Bon, c'est toujours bien, mais la démocratie camerounaise, c'est aux Camerounais de se faire confiance, de l'organiser. Les Américains n'ont pas forcément vocation à s'ingérer, à transformer la vie politique au Cameroun. Nous n'avons jamais été sous tutelle américaine, nous ne le serons jamais. Mais nous tirons profit pour le peuple camerounais d'une collaboration, d'une coopération avec tous ces États avancés. C'est une grande puissance qui a beaucoup de liens stratégiques avec le Cameroun. Dans la lutte contre le terrorisme, il nous apporte beaucoup. Et nous partageons un certain nombre de valeurs, donc je ne vois pas pourquoi ces pays amis viendraient encourager, organiser l'opposition contre un régime légal et légitime au Cameroun. Bon, ils peuvent être préoccupés par toutes les questions de processus, par exemple. Non, le paternalisme, vous voyez très bien avec la sortie préalable de l'ambassadeur, comment les Camerounais ont réagi de façon patriotique pour la grande majorité.
je crois que dans la géopolitique mondiale, les Américains et l'Union européenne n'ont pas les mêmes façons d'intervenir dans les différentes régions du monde. Donc il faut intégrer ça quand nous analysons ce que les Américains font au Cameroun. Le macartisme a réservé une priorité, une primauté aux Américains en Amérique latine où ils interviennent de temps en temps. Les Français vont aussi faire ce qu'ils font dans les francophones. Ce qu'ils font au Cameroun, les Français le font au Mexique, en Colombie de temps en temps pour titiller. Mais la politique américaine, entre grandes puissances, je ne pense pas que les Américains, leur intérêt, beaucoup d'acteurs politiques camerounais, je pense, se trompent dessus, que l'ambassadeur américain, le parti républicain, même s'il a un président assez tonitruant actuellement, veuille aller au-delà parce que ce sont, à mon avis, de mauvais espoirs. Et ce n'est pas la première fois, je crois qu'il y a un ambassadeur qui a été ici, Francesco, au début du multipartisme, où le président de M. Ntonga, il déjeunait, prenait le petit déjeuner, je crois qu'il dînait aussi, mais ça n'a pas... ça n'a pas... Et à ce moment-là, les États-Unis avaient été accusés. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Ça n'a pas enlevé au peuple camerounais sa souveraineté. Et je pense que c'est entre nous qu'il faut, pour notre propre l'ambassadeur est une personnalité. On en vient aux questions des relations entre le Cameroun et les États-Unis tout à l'heure. Le temps pour moi de permettre à Boyero de prendre sa première prise de parole pour vous demander, mais si en fait le gouvernement américain décidait de financer des candidats à l'élection présidentielle, est-ce que ça serait mauvais? Est-ce que ce serait nocif pour le système politique camerounais, vous qui l'étudiez en sociopolitique? Laissez-moi rire un peu, Carole. D'abord, je dois saluer les téléspectateurs des 4 coins du monde qui nous regardent en ce moment. Également, les personnalités parmi lesquelles je me retrouve aujourd'hui à Canal 2 autour de cette table dans le cadre de l'émission Canal Presse. Vous savez pourquoi j'ai ri avant de prendre la parole? Non, et je suis bien curieuse. C'est juste parce que je me demande, les Américains, les États-Unis d'Amérique financeraient les partis politiques au Cameroun. Pour quelle finalité le feraient-ils? C'est la question que je me pose. Renverser le pouvoir en place, pourquoi pas? Si c'était possible, c'est un avis personnel. Ce n'était pas le financement qui manquait. Que ce soit le SDF qui est le principal parti de l'opposition. Le SDF n'est pas un parti aussi pauvre que ça. D'accord. Mais le SDF a eu à compétir en face de Monsieur le Président Paul Biya. Il a perdu. Que c'est des échecs qui se sont multipliés. Et laissez-moi vous dire que pour revenir sur la question que vous m'avez posée, le FSNC, par devoir de solidarité, par devoir de sympathie et par devoir de sincérité, le FSNC rejette cette rumeur stupide. Parce que pour nous, c'est une rumeur. Nous respectons nos adversaires. Ils ne sont pas des ennemis. Nous n'accepterons pas qu'un pays étranger vienne s'insérer dans nos affaires pour salir les institutions, puisque pour nous, les partis politiques de l'opposition font partie des institutions républicaines. Donc il est inadmissible. Et d'ailleurs, nous avons connaissance. Nous savons très bien que depuis décembre 2000, il existe une législation qui encadre le financement des partis politiques. Et on y va justement, on entre dans cette législation qui encadre le financement des partis politiques au Cameroun. Vous voulez la parole? Oui, moi je trouve qu'il y a un problème de cohérence. Dans quoi la cohérence? Entre le parti au pouvoir et ses alliés, qui d'un côté disent les États-Unis sont un parti ami et de l'autre côté parlent d'ingérence. Il faut bien qu'on se comprenne. Et je voudrais rappeler à M. Ntonga que dans le cadre, je me rappelle encore qu'il n'y a pas longtemps, j'étais journaliste à temps plein, je suis modestement en retrait, un droit de réponse ne se fait pas dans un journal autre que celui qui a fait la publication. Quand un journal fait une publication, si elle est erronée,
eh bien, quand on fait la mise au point ou le droit de réponse, on va dans le même journal, dans le même espace. Si c'est un encadré, c'est ce que la loi prévoit. Oui. C'est effectivement ce que la loi prévoit. Donc, si c'est le journal Tantampion qui a écrit et qu'on va répondre dans le journal bois de chauffe, moi, ça me pose un problème. Mais ce que je voulais dire, c'est il faut qu'on soit cohérent. Soit les États-Unis sont un pays ami et par conséquent peuvent nous, je sais pas, partager avec nous peut-être son expérience sur le plan démocratique, et ainsi de suite, on se comprend. Soit les États-Unis ne sont pas un pays ami, parce que s'ils nous donnent les avions, ils nous donnent les drones, ils nous aident de temps en temps. Ils peuvent aussi donner l'argent. Ils peuvent aussi donner l'argent. Non, la loi encadre les financements des partis politiques. Et si ce don obéit à l'encadrement de la loi, je dis, c'est tout à fait normal, sauf que on est en droit de se poser la question de savoir, mais bon Dieu, comment ces financements se font effectivement? Quand vous voyez le SDF au quotidien, comment est-il financé? Y a-t-il pas de financement occulte? On y va tout de suite. On est encore uniquement dans les interrogations. Emmanuel Tonga, sur la question de la loi sur le financement des partis politiques, d'où est-ce qu'ils proviennent, vos financements? Comment vous fonctionnez au quotidien? Comment la caisse du SDF est fournie au quotidien? Et c'est valable pour tous les partis qui sont sur ce plateau. Je voulais d'abord répondre à M. Cole et lui dire que l'ambassadeur des États-Unis est victime du régime, juste parce qu'il a osé demander à M. Biya, au bout de 36-37 ans, de prendre sa retraite. Donc, toutes ces machinations... L'ambassadeur continue à dire que ses propos étaient mal interprétés. Hein, donc c'est pas mal interprété. Il est normal qu'un diplomate qui est aussi politique demande à un dirigeant que, voilà, à 86 ans, il est l'ambassadeur dit que ce n'est pas vrai, on lui a prêté des mots. Vous n'êtes pas le porte-parole de l'ambassadeur. Oui. L'ambassadeur dit que ses propos n'étaient pas... Allons dans la question du financement, si vous le voulez bien. Attention à la presse, attention à cette presse. C'est cette même presse qui, 3 jours même avant que l'ambassadeur ne quitte le pays, titrait déjà l'ambassadeur des États-Unis a fui le Cameroun. Oui, mais après, ça a été démenti. Ça a été démenti. Allons sur la question du financement. Nous avons une presse poubelle. Une certaine catégorie de presse poubelle moi, je ne vous permets pas de traiter la presse camerounaise qui accepte des enveloppes et diffuse n'importe quoi. On ne peut pas parler de 2,5 milliards ou 2,7 milliards. D'autres parlent même de 2,6 milliards. Ce qui n'est pas juste. Alors, si vous voulez bien parler de cette question du financement? Du financement, oui. Effectivement, comme vous le savez, l'État dispose d'1,5 milliard pour le financement des partis au Cameroun. D'accord. Et dans ces 1,5 milliard, le RDPC seul reçoit environ 1,2 milliard. Vous voyez? Donc, il faut bien l'expliquer, c'est au prorata. Donc voilà. Oui, mais quand même, ils ont déjà presque toute la grosse part. Parce qu'ils ont tous les élus. Voilà. Et pas tous. Il y a des élus du SDF, il y a des élus de c'est au prorata des élus, c'est ce que je voudrais que vous expliquiez. Et les 17 ou 15 autres partis reçoivent le petit reste. D'accord. Et donc le SDF reçoit plus ou moins 200 millions de francs par an de l'État, déjà qui ne sont même pas versés à temps. D'accord. Donc il y a le financement public. Il y a le financement public. Il y a quoi d'autre? Donc même cette année, l'argent que nous devions recevoir en janvier, on vient de recevoir, et même pas la totalité. D'accord. À peine 170 millions, il y a à peine 6 jours. D'accord. Il y a le financement public. Il y a des cotisations de nos militants. Ça se chiffre à combien? Le minimum, le maximum? Je vais vous dire que le SDF tourne en année électorale avec un budget d'environ 600 millions. D'accord. Financé par les cotisations des militants, les prélèvements obligatoires de tous nos élus. Donc environ 10% de leur salaire. D'accord. Députés, maires et tout élu. D'accord. Voilà à peu près là d'où... Pas de levée de fonds au niveau du SDF? Levée de fonds, c'est-à-dire? Vous ne faites pas appel à des bonnes volontés pour lever des cagnottes, pour soutenir votre candidat? Non, pas du tout. Merci à vous. Non, ça peut arriver, mais c'est pas... Madame Noah, dans le MRC, le processus, c'est quoi? Le processus, c'est les cotisations. D'accord. Tous les membres, tous les militants sont tenus à cotiser mensuellement. Et les leaders, si on peut les appeler comme ça. Les cadres du parti. Oui, les cadres du parti. De la tête jusqu'à la base, tous les militants du MRC cotisent. Il y a un montant
Forfaitaire? Non, pourcentage? On ne peut pas donner un montant forfaitaire. Chacun donne ce qu'il veut. Oui, chacun donne ce qu'il peut. D'accord. Et la meilleure, c'est que les militants font le maximum justement pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que on a 15 millions. 15 millions du financement de l'État. Nous sommes d'accord que 15 millions, ça peut même pas nous permettre de battre une campagne. C'est pas possible. Donc, tous les militants du MRC, de la hiérarchie jusqu'à la base, cotisent. Et vous avez un budget annuel de combien? Notre budget annuel n'est pas décidé à la base. Notre budget annuel dépend des activités que nous menons sur le terrain. D'accord. Donc c'est au par-à-coup qu'on dit bon, il faut mobiliser 20 millions exactement, et tout le monde s'y met. D'accord. Au FSNC, comment ça se passe? Avant de revenir sur le financement au FSNC, dans ma première prise de parole, j'ai bien déclaré que le SDF n'est pas un parti aussi pauvre que ça. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que j'ai essayé d'entrer dans les calculs. Ça fait déjà 18 ans, madame, qu'il existe une législation encadrant le financement de partis politiques au Cameroun. Oui. Et c'est que le SDF, autant pour moi, est censé recevoir et calculer. Ça monte dans des milliards. D'accord. Et qu'est-ce qui représenterait donc ce partage autour de 2 milliards de francs CFA? Donc c'est du menu fretin. Rien du tout. D'accord. Et puis, pour chuter, je tiens aussi à attirer votre attention sur un fait, puisque la législation est claire sur le fait que le financement occulte, c'est-à-dire le financement qu'il vient d'une ONG étrangère ou bien d'un État étranger, est vraiment interdit et illégitime. Et je suis très sûr que ce soit le SDF, que ce soit le MRC qui est d'ailleurs présidé par un éminent juriste, que ce soit Akere Mouna, personne d'entre eux, sachant qu'il peut répondre à son acte, participerait à une telle réunion. D'accord. Donc c'est pour cela qu'au FSNC, mais ils confirment qu'ils étaient à la réunion. Vous ne pouvez pas dire qu'ils n'étaient pas à la réunion alors qu'eux-mêmes disent qu'ils étaient là. Une rumeur. Ils disent qu'ils étaient à la réunion. C'était pas la même réunion. Je reviens la sur réunion vous, des 2 milliards. Nous, on parle d'une autre réunion. Il faut préciser. Parce que j'ai eu aussi employé ces mots ingérence. Ouais. Vous avez eu à vous appuyer sur ces mots. Je pense qu'au début de ma prise de parole, j'ai bien employé le conditionnel. Et je ne vous apprends rien. Oui, mais le conditionnel ne dit pas aussi qu'on ne doit pas que l'information que vous donnez est totalement fausse. Moi, je voudrais que vous restiez sur le financement du FSNC. Comment est-ce que cela se passe au quotidien? Le FSNC reçoit aussi un financement. Au prorata de ses élus. Et laissez-moi vous dire que, madame, c'est le seul parti politique qui gère son financement d'une manière claire et transparente. Donc, pourquoi je vous le dis? Parce qu'aujourd'hui, dans tout le Grand Nord, vous voyez les forages qui sortent. C'est l'argent de ce financement. Combien? Les ambulances. Madame, je ne peux pas quand même faire certaines déclarations. Vous avez dit que c'est transparent, donc on peut savoir... Transparent, vous n'êtes pas militant du FSNC, madame. C'est pour les militants que c'est transparent. Mais comme vous avez tendance peut-être à nous rejoindre d'un moment à l'autre... Il faut préciser vous serez au courant, il faut préciser dans votre prise de parole, monsieur le Président national, que la transparence vaut pour les militants qui doivent demander des comptes. Madame, parce que quand vous parlez simplement de transparence, moi, en tant que journaliste, en investiguant, je peux me demander combien est-ce que le FSNC... Je dis bien comme vous avez tendance à rejoindre le rang du FSNC. Ce n'est pas en le disant bientôt, comme ça que vous serez intéressant, monsieur. Donc vous serez vraiment informé sur... Mais je suis en train de vous dire comment ce financement est géré, madame. Merci, c'est bien compris. Les ambulances ont été données dans plusieurs communes. Merci dans le septentrion. Merci beaucoup. Monsieur Atemeng, comment ça se passe au sein du RDPC? Comment vous mobilisez les montants? Bon, on fait un peu comme certains partis politiques qui ont parlé ici, mais nous avons l'avantage, un avantage certain d'avoir beaucoup d'élus. D'avoir les CA. Bon, ça, ce sont des préjugés. Monsieur Tonga a dit tout à l'heure que vous avez, si on s'en tient au prorata des élus, vous avez une grosse partie. Monsieur Tonga n'est pas sérieux, il veut faire... la diversion. Le RDPC, contrairement même à beaucoup de ces partis qui n'ont pas beaucoup de cadres, s'autofinance vraiment à la base. Contrairement à l'idée que beaucoup de Camerounais ont du financement au sein du RDPC. Moi, je suis
vice-président d'une section RDPC. Je peux vous dire que depuis 3 ans que j'y suis, sur un budget de fonctionnement terrain par an annuel de 10 millions, les militants, c'est-à-dire les paysans, ils contribuent pour 40%. C'est-à-dire le 6 novembre, le 24 mars, ils ne reçoivent aucun franc d'aucun ministre pour organiser leur cocktail ou boire un verre de jus ou un verre de vin à l'issue des cérémonies. C'est eux-mêmes qui cotisent. Nous l'organisons par sous-section. C'est tout le contraire. Ensuite, les élites cotisent et donc organisent. Ça permet d'organiser la communication et c'est à eux que profite généralement la communication d'ailleurs et la réception VIP et les bureaux des organes de base cotisent pour se prendre en charge. Est-ce qu'il y a un montant? Est-ce que c'est nous, dans notre chacun? section, nous avons établi des montants. Le bureau de section RDPC à chaque manifestation cotise 500 000. Le bureau de section OFRDPC cotise 200 000. Le bureau de section OJ cotise 50 000. Voilà qui est clair. Ça fait 750 000 le 6 novembre. Non, mais là, on parle des 24 mars. Lui, nous parle des sections. Qui nous donne c'est ça le financement. Oui. Alors, je vais plus loin pour ce qui mais si on multiplie peut-être en nombre de sections, on arrive à savoir les sections n'ont pas les mêmes cotisations. Vous avez prononcé des mots tout à l'heure, c'est et quoi et SNH. Et SNH, donc vous voyez que vous êtes à 10 000 km de la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est ce que je vous dis là. C'est-à-dire les militants prennent en charge même leur financement à chaque événement. Pour ce qui est des élections, du financement des élections proprement dit, les cadres du RDPC financent eux-mêmes à 100% leur candidature, c'est-à-dire constitution de dossier, contrairement... Paiement de caution paiement de caution, contrairement aux autres partis politiques. J'ai vu dans la Liquier un candidat, mais je le parle en tant que responsable et ayant assuré. Donc quelqu'un qui a majorité demande après 2 000 francs de transport pour la sardine et pour la bière. Quelqu'un qui a cotisé. Monsieur Tonga, si monsieur a terminé, je vais vous donner la parole tout à l'heure. On voulait les chiffres. Le comité central, quand quelqu'un est candidat, nous sortons des élections sénatoriales. Tous les candidats au poste de sénateur du RDPC ont eux-mêmes payé leur caution, ont eux-mêmes payé les frais de constitution de leur dossier. Le comité central ne donne pas 5 francs à un candidat. Monsieur Atemengue, est-ce que ça veut dire, je vous en prie, est-ce que ça veut dire que vous ne vous fixez pas de budget au sein du RDPC pour vous dire, cette année on a besoin de budget? J'y viens troisièmement pour le budget de campagne. Pour le budget de campagne. Est-ce qu'ils ont besoin d'un budget? À chaque élection, les militants de chaque circonscription politique s'asseyent et contribuent. Les taux sont variables selon les régions. Et le comité central, pour des besoins de campagne, c'est à ce niveau que le comité central appuie souvent de façon symbolique, mais le financement demeure essentiel à 90% du cabinet local. Civil. Voilà qui est connu. Mais merci beaucoup, merci. Amankol, sur cette question, la conclusion que je tire, c'est qu'au RDPC, on a un financement, si je m'en tire au propos d'Emmanuel Tonga, je vais vous dire, d'un plus d'un milliard. Une minute, nous, dans la certains militants admirent beaucoup les candidats des partis de l'opposition parce que j'en connais à chaque élection, ils construisent une maison, ils achètent une voiture. Merci parce beaucoup. Que ils sont financés par l'euro. Si on doit compter des maisons et des... C'est très précis. Mais chez nous, nous réunissons après chaque élection. Merci, je vous donne la parole. Est-ce qu'on a besoin, dans le cas d'espèces, de cotiser au sein du RDPC, du regard que vous jetez sur le fonctionnement de tous les partis politiques? Il se dit que le RDPC, ayant une grosse partie, pousse certains candidats, certains partis politiques à se chercher, comme on dit au quartier, ailleurs, d'où on peut comprendre les tendances au financement dit occulte d'un certain type d'officines et des pays, comme ce qui s'est passé avec les États-Unis. Est-ce que vous comprenez cette analyse? Carole, vous ne me ferez pas le procès si, avant de répondre clairement à votre question, moi je vous disais comment le mouvement 11 millions de citoyens, lui, se finance. Oui. Qui n'est pas un parti politique. Qui n'est pas un parti politique,
qui a signé une alliance avec un parti politique. Mais qui porte un candidat à la présidentielle. Qui porte un candidat à l'élection présidentielle. Vous avez noté ici que les représentants des différentes formations politiques ont donné le sentiment que vous cherchez le sexe des anges. Parce que tous vous décrivent un environnement où tout est sain, où on peut donner le bon Dieu sans confession. Personne ne vous a dit combien de militants ils ont exactement, combien de membres cotisent véritablement. C'est à croire qu'on a oublié complètement la phase de Mme Kambiwa au sein du SDF, qu'on a oublié les marchés gagnés par le président national du MRC et qu'on a oublié que Amadjoda Adjoudi, qui a été trésorier intérimaire du RDPC, quand il remplaçait le trésorier Emma Basile, a dit que les comptes du RDPC étaient complètement vides. Et depuis lors, on n'a pas su par quelle allégorie le RDPC a réussi à renflouer ces caisses. Le mouvement 11 millions de citoyens, actuellement, le mouvement 11 millions de citoyens, au moment où j'entre dans ce studio, compte 184 000 membres et sympathisants, lesquels s'acquittent du paiement de leur carte de membre. J'ai la mienne ici que je peux vous présenter. Elles sont de 3 catégories, 5 000, 3 000 et 1 000 francs. Voilà une première poche du financement de notre association. Le deuxième, je parle du mouvement 11 millions de citoyens, je ne parle pas de parti politique. Je sais qu'il y a très régulièrement des confusions. En attendant, il y a des confusions régulières au sein du SDF. La deuxième possibilité de financement, c'est la cotisation de ses membres. Et nous sommes là en droite ligne de la loi qui, dans son article 10, énumère les conditions de financement des associations. Et quand on nous pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait dans notre association, nous sommes depuis bientôt 1 an et demi dans la sensibilisation, dans la formation à la citoyenneté. Parce que lorsque nous faisons le tour des villes pour demander aux gens de s'inscrire sur les listes électorales, de prendre part au vote et de contrôler le vote plus tard, nous sommes là en plein dans le champ de la participation à la citoyenneté, une action qui est tout à fait louable. Alors, je suis très surpris. Les cagnottes qui sont levées actuellement au sein du RDPC sont la preuve de ce que les militants ne cotisent pas. On nous a fait croire ici qu'ils ont les financements, ils ont des cotisations, bref, qu'il y a une embellie financière. Mais d'où vient-il que du jour au lendemain, il n'y a pas d'argent au sein du RDPC et que les pompes du régime, que leurs différents amis qui sont opérateurs économiques et donc qui bénéficient de certaines facilités occultes, soient obligés de se retrouver chaque fois dépenser de centaines de millions de francs CFA en termes seulement de carburant, en termes de déplacement, en termes de loyer, en termes de prise en charge, pour aller parfois cotiser pratiquement le même montant de ce qui est dépensé. Merci. Vous permettez que M. Atemeng réagisse puisque ils ont des CA et des bons d'essence qui vont avoir besoin de ces liquides. Donc ça veut dire que selon le regard des autres membres du panel, le RDPC aurait quand même un financement occulte si ce n'est pas structuré comme tel dans les textes. Occulte, pourquoi? Je crois que on a relevé ici que le RDPC, proportionnellement à son nombre d'élus, a 1 milliard et poussière de financement public par an. Mais dans quelle catégorie vous C'est le trésorier national qui l'a dit. Il a dit que les caisses étaient vides, qu'il n'y avait pas d'argent. Et les contributions des gens qui viennent en appui, levée de fonds. Vous avez vu dans la presse ces derniers jours, c'est levée de fonds pour soutenir la candidature de M. Biya. Ça entre dans quelle catégorie? Le RDPC est un parti politique implanté sur l'ensemble du territoire. C'est bien connu. Et à travers ces excroissances qui sont les agents publics. Et même à l'étranger. Alors, le problème de la gestion de la cagnotte centrale est simple. Un financement d'1,5 milliard ne suffirait même pas à faire fonctionner une région avec une centaine de sections RDPC sur le terrain. Donc, il est normal que cette cagnotte centrale, qui est très faible, serve au fonctionnement du comité central qui a ses missions régaliennes, au secrétariat général du comité central et
de façon sporadique, viennent appuyer, mais vraiment symboliquement, le fonctionnement sur le terrain. Mais par contre, sur le terrain, ce sont et les militants et les cadres du parti qui doivent faire le maximum d'efforts. Ça permet d'optimiser. Et c'est ça la levée de fonds? Oui. Mais est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est permis par la loi? Carole, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas et ça pose un problème de la clarté et de la visibilité. Pour le moyen haïssable, le mouvement 11 millions de citoyens, par exemple, vient de solliciter de ses membres des cotisations avec un montant qui est clairement défini. 1100 francs avec... Mais pas la loi. La loi est-ce que la loi fixe les quantums des... Non, la loi ne fixe pas. Mais le problème qu'il y a entre le RDPC... C'est pas la loi qui fixe votre cotisation. Oui, mais il y a un problème de visibilité et de clarté chez vous. Je prends cet exemple, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on peut savoir quels sont les différents comptes du mouvement. C'est connu. Tout le monde peut les consulter à n'importe quel moment. Les comptes sont connus. Le montant de cotisation des membres est connu. La gestion faite de ces sommes est clairement connue. C'est ce qu'on attend pour rassurer les Camerounais. C'est un parti qui puise son argent. Monsieur Tonga, vous allez répondre tout à l'heure. Je suis parfaitement d'accord avec vous que la loi peut aller aussi loin que vous le souhaitez. Mais sauf que cette loi n'est pas déjà à ce niveau. La loi n'interdit pas à chaque parti politique, à chaque association de fixer le montant des cotisations de ses membres à ce jour. Donc, chaque parti politique, chaque association, le SDF prélève de façon obligatoire et sur les salaires de ses élus. J'ai bien dit, parce que c'est une décision interne au parti. La loi ne l'interdit pas, ils le font. Donc nous aussi, est-ce que on pourra aussi questionner la loi dans ce cas d'espèce? Est-ce que la loi le permet que vous fonctionnez de l'argent? Ce que la loi n'interdit pas, ils le font. Ce que la loi n'interdit pas chez nous, même si on fixait les taux de cotisation de certains membres qui ont les moyens, crée la suspicion. Pardon, monsieur. C'est ça le problème. Mais il ne règne que sur le flou. Merci. Merci beaucoup. Alors, au MRC, est-ce qu'il y a une clarté? C'est un régime qui règne sous le flou. Merci beaucoup. C'est un flou total. Madame Noir, Monsieur Atemenge ne nous a pas pu nous donner les chiffres. Le MRC a-t-il une quelques chiffres seulement au point où chaque militant peut se dire je veux savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a dans les caisses de l'État, du parti, pardon, et obtenir cette information? Oui, bien sûr, mais si vous permettez, madame, je voudrais revenir un peu sur les propos de monsieur Atemenge par rapport aux cotisations. Vraiment, ne distrayez pas les Camerounais, d'accord? Parce que nous savons comment votre parti est financé. Ce n'est flou pour personne. Vous pensez savoir? Non, nous le savons. Moi, nous le savons à la base. Nous avons travaillé avec vos militants, monsieur Atemenge. Nous avons travaillé avec les populations. Nous avons travaillé avec les populations et que vous le vouliez ou non, ces populations, ce qu'elles nous disent de leur cotisation, la manière de fonctionner, attendez, on ne va pas remettre en cause puisque ce sont elles qui souffrent. Et maintenant, si vous nous dites, les gens cotisent 1000 francs, 2000 francs, et que, si vous permettez, si vous le dites, comment expliquez-vous qu'après une réunion, que les gens vous demandent, par exemple, l'agent de transport pour entrer, qu'il n'ait pas de quoi manger, qui se plaignent de ci ou ça? Non, mais attention, nous savons aussi, monsieur Atemenge, que par rapport à vos différentes causes, quand il y a des levées de fonds, quand il y a des cas, nous savons que le comité central fait des demandes aux directeurs généraux et autres pour être financés. Nous le savons, monsieur Atemenge. Non, monsieur Atemenge. Vous le savez comment? Nous le savons. Pardon. Je ne le sais pas. Maintenant, la question de la clarté. Et puis, il faudrait que les choses soient claires. Nous n'allons pas faire des cotisations annuelles chaque fois pour ne pas donner le résultat de ces cotisations. Les cotisations annuelles que vous faites, n'est-ce pas, vous prenez des engagements, vous faites des promesses. Ce que le peuple attend, c'est que vous réalisez ces promesses-là. D'où vient-il que vous avez fait toutes ces cotisations-là, que le peuple soutienne qu'il cotise chaque année et qu'à terme, aucune réalisation n'est faite par rapport aux promesses? Et donc, au MRC, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, matière de clarté, pour revenir en matière de clarté, je vais, tout de suite, nous tenons des réunions. Et au cours de ces réunions-là, des réunions hebdomadaires, des réunions mensuelles, au cours de ces, et
dans tous les bureaux, il y a des trésoriers qui font état des différentes entrées. Déjà que quand il y a des entrées, tout est chiffré, c'est clair. Tout est chiffré, on fait un levé, chacun dit ce qu'il a donné. Une fois que cela est encaissé par la trésorerie, chaque membre, l'avantage c'est que chaque membre a le droit de poser des questions sur l'utilisation des fonds reçus, de la base jusqu'à la hiérarchie. D'ailleurs, pour ceux, le SDF était là, pour ceux qui ont assisté à notre dernière convention, vous avez compris jusqu'où les militants peuvent poser des questions sur le moindre radis, sur le moindre centime. Alors le trésorier national a l'obligation de donner tous les détails, tant des entrées que des sorties. Et je vais revenir sur ces financements-là parce que nous avons des financements qui ne sont pas fixés à la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si Madame Yimelon décide de soutenir le parti à un niveau, ce que je n'envisage pas du tout. De toute façon, ce n'est qu'une question de temps. Nous sommes plus convaincants que ça. Donc, alors, si tantôt je vais au SFNC, tantôt je vais au MRC. Si vous décidez vous avez vraiment envie de m'avoir combien de temps? Si vous décidez de soutenir le parti en tant que militant ou en tant que personne civile, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que une fois que vous l'avez fait, tout le bureau national est au courant de l'entrée d'argent qui a été réalisée. Ça veut dire que une entrée qui a été réalisée au directoire national est connue par le militant de la base. Tout est clair chez nous. Et d'ailleurs, on donne les états. Tant des entrées extérieures que des entrées internes. Merci beaucoup. Donc, tout est clair. Monsieur Hierro, sur la question de la clarté sur le financement, est-ce qu'il y a un dispositif au sein du FNC pour que les militants sachent exactement ce qui a été mis dans la cagnotte pour le fonctionnement? Que ce soit au FSNC, dans tous les autres partis d'ailleurs, oui. Ce dispositif-là existe. Parce que chaque parti politique dispose des textes de base, statut, règlement intérieur et tout ça. Donc c'est pour cela que moi je ne me suis pas trop intéressé aux moyens de mobilisation de fonds. Je voudrais beaucoup plus parler de l'utilisation de ces fonds. C'est ça qui intéresse les téléspectateurs. C'est ça qui intéresse les militants de base. Parce que moi, j'ai été militant de base dans mon parti. Donc au FSNC, je vous ai dit, le financement public que ce petit parti, ce jeune parti reçoit est utilisé en bon escient. Parce que le FSNC a eu à édifier des forages un peu partout dans le septentrion. Le FSNC a octroyé des ambulances. Le FSNC est sur le point d'appuyer la santé dans le septentrion. Et pourquoi pas un parti comme le SDF, plus vieux que le FSNC, qui en a reçu ces financements publics pendant 18 ans, ne parvient pas à nous dire comment ces fonds sont gérés. C'est ça qui est vraiment intéressant, madame. Monsieur Tonga, vous allez y répondre tout à l'heure sur la question de comment est-ce que vous rendez compte. Pourquoi je le dis? Parce que dans le code électoral, les dispositions sont claires. Pour également, parce que ces fonds que les partis politiques reçoivent font partie des fonds publics. Exactement. Et il y a des procédures de contrôle qui doivent accompagner ces fonds. C'est pour cela que j'aimerais qu'on touche ces points, madame. Si vous voulez bien, on en vient tout de suite sur la question de contrôle de ces fonds publics. D'ailleurs, comme vous voulez. Est-ce que vous avez reçu des contrôles sur comment vous utilisez l'argent du contribuable que vous avez reçu? Effectivement, oui. Par rapport à ce que monsieur dit, cet argent ne sert pas à aller financer des puits, des forages ou n'importe quoi. C'est l'argent qui doit servir à ce qu'un parti tourne. Le SDF s'en fiche alors de ses militants. C'est pas l'argent des militants. C'est ces populations qui vous C'est pas l'argent des militants. C'est l'argent du fonctionnement du parti. Fonctionnement, qu'est-ce que vous par fonctionnement? Le parti doit fonctionner. Le parti emploie du personnel. Le parti a des factures à payer. Le parti a des locaux à louer. Vous en avez combien dans le Cameroun? Pour finir toute une cagnotte de 3 milliards pendant 18 ans. 3 milliards. Vous en avez combien? Vous n'avez pas un agenda contre le SDF sur ce plateau. Monsieur Wafo, soyons sérieux. Je ne suis pas Monsieur Wafo, je m'appelle Emmanuel Thomas. Emmanuel, je veux dire que oui. Soyons sérieux. 180 millions
Merci. Si ils sont déjà versés. Je vais vous dire qu'il y a Je n'en crois pas mes oreilles. Ah, vous n'en croyez pas? Merci beaucoup. Nous ne sommes pas... Alors, sortons de ce duel FSNC-SIM, si vous le voulez bien. Nous ne sommes pas en duel. Non, c'est lui qui est en duel. L'argent d'un parti ne sert pas à faire des puits et des forages. L'argent d'un parti sert au fonctionnement. Merci. L'argent d'un parti sert au bien-être de ses militants. Je vous ai dit tout à l'heure... C'est ces militants qui sont censés vous Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons un budget annuel qui dépasse les 700 millions. Donc, on ne peut pas compter sur les 150 millions du RDPC, les 150 millions du RDPC ou militaires pour... Je vous retire la parole. À mon col, est-ce que vous avez de mémoire de journaliste entendu parler d'un parti qui a été épinglé sur la gestion des fonds publics qui lui sont alloués? Ou alors, comme c'est du menu presque frétin, M. Tonga l'a dit tout à l'heure, l'État ne regarde pas comment est-ce que les partis politiques gèrent cet argent? Vous savez, c'est difficile de contrôler cet argent et je vais vous dire pourquoi. Les derniers candidats à l'élection présidentielle, celle de 2011 notamment, la plupart de ces candidats ont reçu comme financement public à peu près 31 millions de francs, soit un peu plus de 15 millions avant l'élection et le même montant après. Or, pour faire une campagne électorale, j'estime que 31 millions de francs CFA pour un parti politique, c'est une goutte d'eau dans la mer. Cela démontre à suffisance que la plupart de ces formations politiques ont donc des financements occultes. Et moi, je vous assure que je sors de cette émission conforté. Quand j'entends que vos financements allaient pour faire des puits. Comme financement. Alors voilà. Messieurs, je vous en prie. Vous avez parlé de Tonga et le FSNC, je vous en prie. Alors, madame, vous faites la danse mafia. Alors, vous faites la danse mafia. Vous avez la preuve derrière. Vous avez la preuve dans ce plateau. Parlez un peu de votre parti. Mais parlez un peu de votre parti. Ne vous fâchez pas. Je me fâche pas. Madame le modérateur. Si vous êtes là, là, je suis rassuré. Madame le modérateur. Parlez de votre parti. Vantez votre parti ici. M. Tonga et M. Hiro, c'est indécent pour les téléspectateurs qui nous regardent de vous entendre crier sur le plateau. Ils n'écoutent rien et du coup, le débat perd de sa qualité. Je vous en prie, respectez le temps de parole des uns et des autres. On va devoir évoluer. Alors, Madame le modérateur, vous avez là la preuve tangible de ce que on nous fait régulièrement un procès d'intention. Voilà des formations politiques qui sont à pied d'œuvre depuis une vingtaine d'années pour certaines et une dizaine d'années pour d'autres qui n'en parviennent pas à s'entendre sur un minimum. Et je vous assure que la critique qui nous est faite à nous régulièrement, c'est nous n'avons pas d'expérience, nous n'avons pas d'argent, nous parlons des inscriptions au lieu du code électoral. Preuve que ces formations politiques, pour la plupart, sont dépassées par les événements et que les Camerounais ont besoin d'une nouvelle donne. Les montants que j'écoute ici me donnent la chair de poule. 700 millions, 1,2 milliard, ainsi de suite. Mais je tombe des nues. Carole, est-ce que vous savez que nous effectuons des missions de descente sur le terrain, nous allons en région avec 100 000 francs CFA et que nous parvenons à inscrire parfois 200, 300 citoyens en une journée. Je dis parfois avec 100 000, avec 150 000 francs. Alors, c'est la preuve. C'est la preuve. Que vous confondez tout. Je vous dis, non, mais écoutez, je ne sais pas de quelle confusion vous parlez. Moi, je vais vous dire. Je vous dis, le problème que vous avez justement, c'est quoi? C'est que vous êtes sclérosé déjà et c'est un véritable problème. Vous ne pouvez pas estimer que le leader du mouvement 11 millions de citoyens, qui a été investi par une formation politique, Univers pour ne pas le nommer, est un petit pousset qui n'a pas voix au chapitre en ce qui concerne le débat politique. Alors que nous avons commencé là où toutes les formations politiques auraient dû commencer, à savoir aller vers l'acteur principal qui est comme parti politique et comme ça l'électeur. Merci beaucoup. Vous venez de confirmer ce que M. Tonga dit. En fait, vous commencez formation, organisation et vous terminez parti politique. Mais il y a une plateforme qui a été signée. Madame, 30 secondes pour vous dire. Une plateforme a été signée le 11 décembre 2017
c'était à l'hôtel des députés de Yaoundé. Cette plateforme lie le mouvement 11 millions de citoyens qui est dans les inscriptions sur les listes électorales et le mouvement 11 millions de citoyens qui par la suite a investi son candidat. Le problème est ça, il est important de le comprendre. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de passer par le mouvement citoyen Monsieur Okol, c'est pas l'objet dans les visées? C'est tout simplement parce que les Camerounais justement sont dépassés par ce discours retors qui veut que votre parti dès demain. C'est des journées ouvertes. Monsieur Atemenga a la parole. Et je viendrai à vous tout à l'heure. Votre mouvement, c'est un mouvement qui fait beaucoup de bouquins, mais votre manque d'expérience peut être prouvé en 2 phrases. J'ai suivi le passage de votre leader dernièrement chez moi en Goumou. Il est passé une demi-journée. Je ne sais pas combien de centaines de militants il y a inscrits, mais le problème des inscriptions reste entier avant comme après. Et si vous allez en mission avec 100 000 pour inscrire, comment vous faites pour que le problème de l'état civil d'un certain nombre de nos compatriotes soit réglé? Moi, je vois sur le terrain une audience foraine par personne coûte à peu près 7 000 francs. Une CNI qui manque à une personne avec l'introduction du certificat de nationalité, c'est 10 000 francs. Et ce problème reste entier, il est urgent. Et comment avec 100 000 vous faites votre boucan et vous avec 400 personnes. Pour 17 personnes par personne. Alors vous êtes le plus grand génie. Vous êtes le plus grand génie que le Cameroun ait connu. C'est-à-dire, si monsieur Atemenga, madame, je vous rappelle 30 secondes, pas une seconde de plus. Je ne vous les donne pas. Je voudrais que vous reveniez avec M. Cabral, s'il vous plaît. Oui, ce sera fait. Revenez dans la meuf. Mais M. Atemenga, comme ce n'est pas l'objet du débat, M. Okol ne va pas réagir sur cette question. Donc il faut revenir. Merci beaucoup. M. Yero, vous demandez la parole. Je vous la donne. C'est un manque d'expérience que vous manifestez. Même pour cette question sur laquelle vous communiquez beaucoup. C'est qu'un défilé. Un t-shirt coûte vous communiquez beaucoup pour rien là-dessus. Je m'adresse à Okol. Okol, vous qui êtes du mouvement 11 millions. Des citoyens, autant pour moi, qui est déjà en partenariat ou bien en collaboration avec le parti Univers. Vous savez, je suis étonné pourquoi le nom du parti Univers, d'ailleurs, n'est pas ressorti dans ces opposants-là qui seraient à la rencontre avec les États-Unis. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a gagné. Parce que votre capitaine de bord, en la personne de professeur Kouvondo, tous les Camerounais le savent. C'est le premier collaborateur, c'est le premier partenaire des Américains parce qu'il a eu à assister aux investitures des républicains aux États-Unis. Ça, c'est de 1. De 2, est-ce que vous êtes au courant que Kouvondo a eu à porter plainte contre le sous-préfet de Ngaoundéré Désir? C'est connu, on en a parlé sur ce plateau. Et il a avancé quelle somme par rapport à ses dépenses? Parce que non, je voudrais pas. Non, pas du tout. Je vous en prie. Je voudrais savoir comment ces fonds ont été. Parce que lui, il a employé financement occulte. Je voudrais donc montrer que ces partis pour lesquels il a de l'affection. Je ne sais pas si M. Okol a reçu le mandat de parler au nom du parti Univers, mais ce que vous avancez. Mais le parti Univers est en partenariat avec. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Monsieur Kouvondo n'était pas tout simplement. Kouvondo a avancé une somme. Pardon. Donnez-moi l'occasion. Et monsieur, essayons de revenir sur ces réunions. Je serai extrêmement court. Et je dis. Je lui donne 30 secondes pour vous répondre. Chapeau bas à monsieur Atemenga qui reconnaît en Mondo Vision que ce Cameroun a dépassé son parti et son pouvoir à le gérer, parce que s'il reconnaît que les Camerounais manquent 5 000 francs pour se faire établir la carte nationale d'identité, il n'y a pas que lui. En 2018, avec toutes les richesses en tout point de vue que nous avons, eh bien, c'est la preuve tangible que Paul Biya et son régime sont dépassés. Pour vous répondre simplement, et que vous le faites concernant le capitaine opérationnel du parti Univers, effectivement, il a porté plainte au sous-préfet de Ngaoundéré 2e. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi.
Pour la seule et bonne raison, permettez, mais vous agitez beaucoup. Et c'est bien dommage pour un parti aussi sérieux, je sais de quoi je parle, que le FSNC. Je dis ceci, au sortir de la convention du mouvement 11 millions de citoyens et du parti Univers, ces partis ont été les premiers à solliciter des autres une rencontre en Ngaoundéré pour l'investiture d'un candidat de la coalition. Vous savez ce que le sous-préfet a répondu à cette demande qui a été déposée dans les règles de l'art et dans les délais? Le sous-préfet de Ngaoundéré 2e a estimé que c'était précoce de parler de candidature à l'élection présidentielle. Vous vous rendez compte, une autorité administrative va estimer qu'un parti n'a pas qualité pour investir son candidat. Alors si vous estimez que... Quels sont les chiffres qui ont été avancés au procès? Monsieur Hérault, par votre capitaine opérationnel, je suis persuadé qu'au sortir de cette émission, parce que vous avez parlé de financement occulte. Je voudrais savoir, un jeune parti qui n'a que 2 conseillers, en Ngaoundéré 3e, a mobilisé combien? A pu mobiliser, je voudrais que ça sorte de sa bouche. Il n'est pas au courant, mais vous pouvez nous S'il n'est pas au courant, je ne peux pas parler à sa place. Ça veut dire qu'il ignore les réalités de son parti. Je vous dis, c'est dommage. Il a un parti, l'Univers est en partenariat avec son association. Ils ont parlé l'Univers est en partenariat. Il veut juste se voiler la face. Il veut juste se voiler la face. Alors vous avez compris. Je suis certain qu'au sortir de cette émission, celui qui vous a donné mandat pour venir parler au nom de votre parti va vous servir une demande d'explication parce que vous faites ce que les experts de la communication appellent le tambour. En vérité, vous diluez votre discours. On ne sait pas exactement. Un coup, vous soutenez le SDS. Un coup, vous soutenez le RDPC. Et puis, à un moment donné, vous êtes Merci beaucoup. Merci, monsieur. On va prendre une transition. Et on est en train de sortir de cette première partie du débat, si vous le voulez bien, si vous le permettez. Finalement, madame, nous, on va faire un dernier tour. Sur ce finalement, vous ne direz jamais, on le sait bien, que vous recevez du financement occulte ou non. Ça se comprend. Et l'ambassadeur des États-Unis, même si la FN ne le dira jamais, que j'ai financé un parti politique, parce qu'on sait que du financement occulte. Mais qu'est-ce qu'on tire comme leçon de cette actualité? Est-ce qu'il faut dire que les partis politiques, parce qu'ils jouent un rôle social, ont besoin d'être appuyés mieux que ça par l'État du Cameroun? Je vais lever l'équivoque tout de suite. Nous n'avons pas reçu. Nous n'avons rien reçu de l'ambassade des États-Unis pour que la question soit claire là. Je suis d'accord avec vous. Voilà, bon, donc il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement occulte, d'accord? Il n'y en a pas. Je vous ai dit comment ça se passe. Madame, je vous coupe pas, mais vous savez, chaque parti qui a dit qu'il n'y avait pas de financement occulte, après, dans les enquêtes et tout, s'est révélé parfois être financé. Peut-être pas au Cameroun, mais l'actualité internationale nous l'enseigne aussi. Nous l'avons bien vu dans le cas de la présidentielle française, où après, des questions de financement occulte venant même des dirigeants africains ont été posées, notamment par le Gabon, par la Libye. Donc, c'est un fait, c'est un acte. Je vous comprends que vous n'en parliez pas. C'est totalement normal. Maintenant, je voudrais qu'on tire la conclusion. Est-ce qu'il faut que vous soyez appuyé? Si oui, à quelle hauteur? Pour le moment, nous n'avons pas besoin d'appui. D'accord. Oui. Pour le moment, nous n'avons pas besoin d'appui. Une fois que la question se poserait, je suis sûre que vous serez les premiers à le savoir. L'État serait le premier, puisque c'est l'État serait le premier à le savoir. Pour le moment, nous n'avons pas besoin d'appui. D'accord. Voilà. Et justement, je voulais juste embrayer un peu. Oui. Quand M. Atemengue nous fait comprendre ici que les Camerounais n'arrivent pas à s'établir des cartes nationales d'identité, j'ai envie de poser la question de ça. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas normal. D'accord? Parce que dans un pays normal, il est inadmissible qu'un Camerounais soit incapable de se faire établir une carte nationale d'identité. Ça veut dire que ce régime, il a échoué. Il a tellement échoué qu'ayant pillé même le petit artisan du village, que l'ayant pillé complètement, que celui-là ne soit pas à même de s'établir une carte nationale d'identité, mais plus qu'à même participer, n'est-ce pas, faire des contributions au sein d'un parti. Mais c'est aberrant. Franchement, c'est un peu sérieux. Merci beaucoup. Monsieur Tonga, sur la même question. Oui, sur la même question. Oui. Je vais quand même revenir sur ces 2 réunions dont on parlait. Donc, vous voulez dire que si l'ambassadeur des États-Unis, qui a bien reçu M. Ouna,
Monseigneur Toumi, Monsieur Kamto, il y avait Maître Abobala. Donc tous ces gens ont vu comment est-ce qu'ils remettaient les 2 milliards 700 000 seulement qu'aux 3 personnes. Pourquoi Monsieur Oona Grégoire Oona n'a pas réclamé sa part. Dites donc aussi que le Monseigneur Toumi, le cardinal Toumi, qui faisait partie de cette réunion avec l'ambassadeur, a aussi prélevé quelque chose là-dedans. Pour dire que ça n'a pas été. À cette période-là, même notre candidat, Joshua aussi, n'était pas au Cameroun. Et la réunion du 27 mai. Monsieur Tonga, ça n'empêche pas que la réunion du 27 mai, donc Monsieur Bapolipote est en train de faire un mensonge politique parce que lui il fait ce qu'on appelle la prostitution politique. Monsieur Tonga, je ne voudrais pas avoir à gérer des droits de réponse après parce que je voudrais que vous retiriez les propos. Je ne peux pas retirer parce qu'il est parti dire à la presse. Il est parti dire à la presse qu'on a été aussi et Kamto et Akere étaient à cette réunion. C'est ce qui est totalement faux. Monsieur Tonga, il ne peut pas répondre sur ce plateau. C'est une question de ce plateau. Voilà, mais quand il a déclaré, personne pouvait lui répondre en face. Oui, mais voilà, ça, c'est à la CRTV. autre chose que vous pouvez gérer. Donc il faut qu'il sache que s'il cherche un poste de ministre, c'était pas je vous retire la parole. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Satemende, vous avez la parole. Je voulais lever l'équivoque sur les inscriptions sur les listes électorales. Quand le RDPC, côté citoyen, comme vous aussi, nous allons sur le terrain pour inscrire les électeurs, qu'ils fassent leur devoir dans les prochains jours. Moi, au télé, récemment, où est passé votre candidat, il est passé, mais après lui, j'ai fait venir rapprocher les camps de la base et tous les élèves du lycée d'Otélé d'un certain âge, c'est-à-dire en âge de voter, qui circulent avec des cartes d'identité scolaire sont descendus parce qu'ils avaient là une opportunité à la fois de faire leur carte d'identité nationale, mais aussi de pouvoir voter parce qu'ils ont plus de 20 ans pour ceux qui sont venus. Donc, je ne pense pas, et je comprends votre façon toujours très simpliste de résumer les problèmes que connaissent les Camerounais par l'échec d'un régime. Bon, je sais que ça vous arrange. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez régler les problèmes concrets qu'ont les Camerounais. C'est pour ça que je dis que votre mouvement, c'est un mouvement de boucan. Et là, je parle des jeunes. Parce merci pour le compliment. Votre candidat qui vend la jeunesse par un programme pour les jeunes est bien passé là. Et je n'ai pas vu ces jeunes lycéens courir pour qu'ils règlent leurs problèmes. Mais j'ai pu inscrire une cinquantaine de jeunes en une journée. Merci beaucoup. Parce qu'ils ont été ruinés par le régime. Lorsque vous parlez pas parce qu'ils ont été ruinés par le régime. Du leader du mouvement 11 millions de citoyens qui depuis 15 ans de cela est constant, est cohérent, a travaillé dans le cadre du développement. Si tu le veux bien, on va prendre une transition. On revient sur ce plateau avec l'autre sujet inscrit au débat. Et je rappelle qu'on a 2 heures, donc on est encore là pour une bonne petite quarantaine de minutes. À tout de suite. J'espère que les esprits seront moins échauffés dans cette deuxième partie du débat où nous parlons de la suite de la crise de sécurité dans la région du Nord-Ouest et dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et je vais commencer par vous, Madame Noah, la présence du secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la France et le coup de fil de Monsieur Macron à Monsieur Biya a occupé. Les deux faits ont occupé l'attention de la presse cette fin de semaine. Est-ce que pour vous c'est rassurant de ce que la France est vraiment aux côtés du Cameroun dans cette crise que notre pays subit depuis 2 ans? La France et le Cameroun entretiennent des relations bilatérales depuis un certain nombre d'années, depuis les indépendances jusqu'à l'heure actuelle. Et puis qu'à un moment, ces puissances étrangères veuillent donner un coup de main dans la résolution de conflits, ça passe encore, d'accord? Mais que l'on passe par là pour résoudre les crises internes, il y a problème. Pourquoi je le dis? Le MRC pense que
aucune ingérence étrangère ne doit être menée dans le Cameroun, dans un pays indépendant. Même dans pas pour un donner pays... des conseils. Si, peut-être pour donner des conseils, mais il faudrait qu'on comprenne bien les choses. Est-ce que le dialogue interne a été mené et qu'il n'a pas produit des résultats? Est-ce que la crise a essayé d'être résolue à l'intérieur et elle n'a pas... elle n'a pas connu, elle n'a pas prospéré. Moi, je pense que non. Tant que cela n'a pas été fait, on n'a pas besoin d'ingérence. Parce que, en même temps, si nous voulons, parce que c'est ce que le MRC veut, nous voulons développer un pays indépendant. Nous voulons, il faudrait qu'on comprenne que nous sommes autonomes. La liberté commence par ça, par s'assumer. L'autonomie commence par ça, par s'assumer. Il faudrait que nous puissions assumer les problèmes internes. Qu'on n'attende pas toujours que l'aide vienne de l'étranger. Peut-être que des conseils peuvent être donnés. On va attendre d'arriver au Conseil de sécurité pour ça. Parce que ce que je sais, c'est que le dialogue interne n'ayant pas été mené, encore qu'on va le faire, une fois qu'on sera investi, on va le faire. Donc, le dialogue interne n'ayant pas été mené, on ne peut pas tout de suite chercher à comprendre pourquoi est-ce que c'est la France qui doit nous donner la conduite à tenir dans le... Jean-Baptiste Atemengo, est-ce que vous considérez cela comme une conduite à tenir ou alors c'est une action qui permet de dissiper ces craintes justement d'ingérence qui ont été tout le temps formulées et même par l'entourage du président de la République vis-à-vis des nations étrangères comme la France? La France comme les États-Unis sont des pays amis. Et chacun nous aide pour ce qu'il peut et nous, c'est ce que j'ai dit en début d'émission, nous avons attiré le meilleur de chacune de ces expériences pour notre propre intérêt, pour l'intérêt national. Je crois que si ces pays, notamment la France, qui me semble plus proche de nous que les États-Unis pour des raisons historiques, peut nous accompagner, pourquoi pas, ils nous ont accompagnés pour beaucoup de choses plus graves encore, depuis les indépendances. Le conflit inter-État avec le Nigeria, avec la résolution pacifique de ce conflit, elle a été avec leur contribution. Et la semaine dernière, l'ambassadeur de France a remis la contribution pour le plan d'assistance. Voilà, et justement, j'allais en venir, le problème de fond. Si sur le plan politique, nous avançons avec un esprit de pardon, de réconciliation vers l'apaisement et un cessez-le-feu, je pense que des rebelles et de ceux qui prétendent être sécessionnistes, si on avance vers là, le problème majeur sera effectivement la reconstruction économique et sociale et le retour des populations déplacées, réfugiées, pour que le pays avance dans la paix. Je crois que la France a appuyé là plutôt un bouton très positif en donnant son entière disponibilité. Je crois que c'est un problème majeur qui contribue peut-être à apaiser les esprits. Nos amis, et c'est ça qu'il faut éviter quand on parle d'ingérence, que quand vous trouvez le feu dans une maison, il vaut mieux verser de l'eau, en tout cas. Avant de demander d'où vient le feu. Que d'alimenter non, c'est la maison du voisin, je peux pas. Je sais que c'est le problème de cette crise dans le sud-est nord-ouest, c'est vraiment assez, je ne trouve pas le mot approprié. Peut-être complexe, non? Merci. Mais non, pas seulement complexe, mais c'est assez décevant que entre nous, on alimente, surtout les acteurs politiques, cette crise pour des raisons politiciennes et nos partis. Et le président des jeunes du FNC a dit tout à l'heure, les partis politiques, l'opposition font partie de l'espace républicain. Il faut qu'ils aient une attitude républicaine et ne pas utiliser cette crise profonde qui ne sera pas résolue en 1 an ou en 2 ans, mais avec le temps, pour des raisons politiciennes. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut sauvegarder l'essentiel. Emmanuel Tonga, d'abord sur la même question, avant Amon et puis M. Hiro. Oui. La question d'ingérence ou non? La question d'ingérence. Si on considère aujourd'hui la position de la France, elle est vraiment... les États-Unis. Et les États-Unis. Et la Russie et d'autres pays. Quand la France s'intègre au Cameroun, quand la France vient pour quelque chose, disons parler de la crise anglophone, on ne parle pas de l'ingérence.
parce que la France a ses intérêts ici. Monsieur Biya a bradé le pays avec son ami Bolloré. Ils ont bradé le pays à la France. Mais Bolloré n'est pas dans la zone anglophone, hein, vous le savez. Oui, mais Bolloré est ce qui pille le pays. Il fait partie de ceux qui pillent le pays. Mais il n'est pas dans la zone anglophone. Il n'est pas dans la zone anglophone. Oui, donc ça ne se comprendrait pas que pour la crise soit développée de ce côté-là pour justifier ce que vous avez Pour la France, il est mieux que la crise anglophone perdure. Pour qu'elle puisse accomplir ses intérêts qu'elle a au Cameroun. Mais même avant la crise anglophone, vous êtes d'accord avec moi que la France faisait déjà du business avec le Cameroun? La France faisait du business, mais au profit de qui? Au profit de la France et de certains pontes du régime. Et donc, du coup, on n'a pas besoin d'une crise pour faire le business? Ah si, par rapport... On le fait bien avant et on le fait encore moins pendant le business. On le fait surtout pendant la crise. Mais si on le fait déjà bien avant la crise, pourquoi on le fait pas? Parce qu'il faut consommer. Si c'était un autre pays qui s'ingérait dans les affaires camerounaises, on va crier au complot. D'accord. Monsieur Siroma va crier au complot. Je vais vous lire ce que Monsieur Siroma a déclaré. Laissez-moi une minute. Notre ministre déclare: méfions-nous des compatriotes de la diaspora. Les puissances étrangères, tapis dans l'ombre, cherchent à les utiliser comme marionnettes pour parvenir à voler nos richesses naturelles. Vous croyez que de tels propos méritent quoi? Ça mérite de la justice, parce que c'est une mise en danger de nos compatriotes qui s'installent aujourd'hui au Cameroun. C'est bien compris. Nos compatriotes de la diaspora qui reviennent chez eux sont vus comme des complotistes. Et c'est ça que le régime a envie... Avant vous, monsieur Atemengue, c'est ça que le régime a envie de faire. Vous allez réagir à cela. Amokol, sur la même question de l'ingérence ou non, vous êtes d'accord avec ce que monsieur Tong a dit? Écoutez, moi je suis très gêné lorsque monsieur Atemengue déclare péremptoirement que les partis politiques, ceux de l'opposition notamment, agitent cette crise. Je dis que c'est faire une très très grosse insulte à la classe politique camerounaise qui, je le constate, à mon avis, oui, d'accord. Mais dites-moi, au départ de cette crise, quels sont les acteurs politiques qui sont allés envenimer? J'ai envie de vous rappeler, monsieur Atemengue, que nous partons d'une crise corporatiste. Les enseignants et les avocats qui posent des revendications qui sont tout à fait normales. Non, mais écoutez, pour analyser une situation, il faut partir de sa genèse. Mais monsieur Atemengue, ne faites pas insulte de ma personne. C'est votre version de l'histoire. Je vous ai permis de le faire sur la personne coordinateur national qui n'est pas là, ce qui est déjà trop indécent. Ce n'est pas une insulte, c'est un point de vue. C'est un point de vue, mais je vous dis, alors je dis qu'on est parti de ces revendications corporatistes et nous sommes arrivés dans des revendications au relents sociaux. Que demandent les personnes qui revendiquent? Une autonomie administrative et financière, la gestion des affaires locales, la bonne gouvernance, voilà les trois éléments. Autonomie administrative et financière, gestion des affaires locales, bonne gouvernance. Et j'ai envie de vous rappeler, mais j'ai couvert cette crise, monsieur Atemengue. Vous ne pouvez pas. Mais c'est dommage qu'un parti qui soit aussi implanté, donc il n'a pas besoin d'empêcher les autres de parler, sont obligés de trouver les subterfuges parce qu'il manque d'arguments. Et je dis que ces revendications ont déjà des éléments de réponse dans la décentralisation. Appliquons simplement la décentralisation. Mettons à la tête des régions des personnes qui peuvent répondre en termes de légitimité. Une fois que ces personnes sont légitimes, soyez-en rassurés, on va progressivement aboutir vers une sortie de crise. Pourquoi les Américains et les Français sont obligés de venir? Les Français et les Américains, qui sont les alliés, sont obligés de venir parce qu'ils constatent que la crise s'envenime. J'ai discuté avec un très haut gradé de l'armée qui dit, expertise avouée, qu'une crise comme celle-là, qui aboutit à une guerre, ne s'achève pas avant 25 ans. Alors, elle ne s'est pas achevée et les gens viennent. Pourquoi? Parce que le premier des Camerounais qui est censé avoir au moins un minimum en termes de volonté de voir son pays de paix et de stabilité
va vers les siens pour aller dialoguer. Mais quand on en arrive à une situation où un Premier ministre est chassé par les siens, c'est à se poser la question de savoir quelle est la responsabilité des acteurs politiques dans cette crise. Monsieur Hiro, sur la même question de l'ingérence, est-ce que vous pensez que la présence ou bien le coup de main de la France, des États-Unis et d'autres pays, comme on en a vu cette semaine, font partie de l'ingérence dans nos affaires internes? Avant de parler de l'ingérence, Carole, permettez-moi d'abord d'éclaircir un point. Parce que le mot crise anglophone, zone anglophone, sont ressortis dans les propos des uns et des autres. Et je me suis senti mal à l'aise. Mal à l'aise pourquoi? Parce que chez nous, au FSNC, nous ne reconnaissons pas une crise anglophone au Cameroun. Ah bon? Mais nous reconnaissons plutôt des perturbations sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ces perturbations, cette situation est partie des réclamations catégorielles des avocats suivies par celles des enseignants qui ont été récupérées par les extrémistes de la diaspora. Et par leurs relais locaux, ils ont donc su substituer à ces réclamations un projet sécessionniste. Et parlant des zones anglophones, il n'en existe pas aussi. Il existe juste le nord-ouest et le sud-ouest qui sont des régions du Cameroun mobilisant des Camerounais. Oui. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Non, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire toute l'historique de la crise de sécurité. Je suis le seul qui parle peu. Non, vous n'allez pas juger. Permettez-moi d'aller. Parlant maintenant de l'ingérence. Oui, allez-y, merci. L'ingérence, rien n'est clair sur cette question pour en faire tout un débat autour. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas exactement d'où vient cette idée. Et que, sachez que nous, jeunes du FSNC, et d'ailleurs, jeunes Camerounais dans son ensemble, ce qui s'est passé en Libye de Muammar Kadhafi, ce qui s'est passé en Irak de Saddam Hussein, et ce qui s'est passé également en Syrie, dans une certaine mesure, tout cela est en train de nous parler. Sachez qu'aujourd'hui, nous nous constituons en gendarmes pour garder ces beaux pays qu'est le Cameroun. Merci à vous. Alors, Emmanuel Tonga, j'ai aussi lu, et plusieurs Camerounais l'ont lu à la une de Le Jour cette semaine, le quotidien, qui parlait de l'ONU, qui précise sa détermination à intervenir au Cameroun. La coordinatrice résidente a écrit au gouvernement le 22 juin dernier et fait savoir qu'en plus de ce que une instruction sur la collecte des fonds, l'institution collecte donc des fonds, elle appelle à ce que, elle fait savoir que d'un moment à un autre, le système des Nations Unies va devoir intervenir dans cette zone. Est-ce que vous le voyez d'un bon œil que le système des Nations Unies vienne dans ces régions du pays-là pour donner un coup de main dans cette crise qui s'enlise? Monsieur Biya a provoqué cette crise. Il est le chef des armées. Il est le chef de l'État. Il n'a pas pu dialoguer avec son propre peuple. Et à ce jour, nous avons en moyenne 2 soldats en moyenne tués par jour depuis ces derniers temps. Les chiffres du MINDEF font état de 85 morts. Et ce sont des chiffres officiels. Et moi, ce que je vois, c'est tous les jours, on a un soldat qui est abattu. Les chiffres du ministère de la Défense font état de 85 morts. Notre peuple, nos frères anglophones, qui sont réfugiés à l'étranger, au Nigeria. Beaucoup qui sont réfugiés à l'intérieur du pays, ici à Yaoundé et partout ailleurs, et déplacés. Il y a des morts tous les jours. Il y a des cas graves. On est même en train de virer vers un génocide. Oula. Ouais. Vous avez vu le message fort que le SDF a envoyé au président de la République le 20 mai. On s'est déshabillé, moi-même en tête, devant la tribune pour soutenir les terroristes. Où étaient assis tous les diplomates. Soutenir les terroristes. Monsieur Hiro, vous aurez la parole tout à l'heure. Je ne peux pas tolérer que vous dites que les Camerounais sont des terroristes. Les gens qui sont chez eux, les anglophones qui sont chez eux ne sont pas des terroristes. Vous aurez la parole tout à l'heure, monsieur Hiro. Si on vient brûler vos maisons, si on vient violer vos femmes, si on vient
assassiner vos enfants, vous n'êtes pas des terroristes. Ce sont des compatriotes. Merci. Ce ne sont pas ce sont des compatriotes. Donc je disais, vous voulez pas terminer, par rapport à l'ONU, je vais terminer. Oui. Par rapport à l'ONU, c'est l'ONU qui a assisté la partie anglophone à se réunifier avec la partie francophone. On était d'accord. Pourquoi est-ce que l'ONU ne peut pas revenir quand il y a une crise que le gouvernement, que le régime n'arrive pas à résoudre? Il n'y a pas de dialogue, il n'y a que de la violence, que des massacres. Je ne serais pas contre que l'ONU y mette ses pieds. Madame Noah, de ce côté-là aussi, vous envisagez que les agences et les officines internationales se mêlent de ce qu'il faut trouver une solution. Vous avez décrit dans votre première prise de parole sur cette question le caractère bloqué par l'une des parties prenantes, le dialogue. Est-ce que vous verrez d'un bon oeil que ces personnes-là interviennent, ces institutions interviennent, parce que la finalité, c'est de trouver une solution à la crise? Bien sûr, la finalité, c'est de trouver une solution. Et je voudrais d'abord préciser quelque chose. Un président légitime, un gouvernement légitime est naturellement soutenu par son peuple. Il est naturellement soutenu par ses populations. Alors, à partir du moment où la population rompt avec son président ou bien son gouvernement, ça veut dire qu'il y a problème. Et le gouvernement, le président, qui est soutenu par son peuple, n'a pas besoin, n'est-ce pas, qu'une puissance étrangère vienne intervenir dans la résolution de ces conflits, parce que le dialogue est compris de tous. Parce qu'ils peuvent asseoir une table ronde, une table à laquelle chacun va poser son problème et à laquelle on pourra trouver des solutions. Maintenant, une fois que ce gouvernement, permettez-moi de le dire, n'est plus légitime, je ne vous le permets pas, parce que ce n'est pas admis. Donc vous retirez le terme. Donc, une fois que ce type de situation, de crise s'installe, parce que je voudrais pas que les gens parlent de ça comme si c'était un fait banal, d'accord? C'est très grave. C'est très grave. Effectivement, nous tendons vers le génocide. La force des Nations Unies pourrait être la bienvenue, mais nous souhaitons qu'elle ne vienne pas parce que le dialogue ou la résolution interne nous aura dépassé. Ça veut dire que à terme, on peut pas nous faire confiance. Merci. Donc que la force des Nations Unies intervienne, mais qu'elle attende d'abord que le problème nous dépasse, parce que je sais que avec les nouveaux dirigeants. Non, avec les nouveaux dirigeants, on a besoin des dirigeants qui aiment leur peuple et qui peuvent descendre jusqu'au tréfonds de cette crise pour apaiser les cœurs et pour leur. D'ailleurs, notre président l'a dit, une fois que la crise sera apaisée, ramènera tous ceux qui sont incapables de résoudre ce problème. Merci beaucoup. Ils ne font même aucun effort pour leur on le voit très bien. Pardon, monsieur Soucissa, à la liberté d'expression, c'est de se taire quand les autres ont la parole. Armand Okol, lorsque on parle d'une crise qui a tendance à s'étendre dans d'autres régions. L'Ouest Cameroun, avec la gendarmerie de Babadjou qui a été attaquée cette semaine. Babadjou, c'est dans la région de l'Ouest. Et puis, depuis un certain temps, des incursions à Fongo-Tongo dans la Menoie, qui sont des villes frontalières. Est-ce que cela ne devient pas grave de se rendre compte que on avait cantonné une crise à deux parties du pays? Aujourd'hui, Mbanga, Mouyoka et les autres villes du Cameroun commencent à subir les relents. Est-ce qu'il n'est pas temps de parler de ce dialogue dont on parle tellement et de se dire on va l'organiser pour une fois comme les autres le demandent? Vous avez oublié de mentionner dans votre énumération la ville de Douala qui ce week-end a connu des rafles parce qu'on annonçait naturellement certains de ces sécessionnistes, on disait que certains avaient déjà traversé le pont sur le Vouri. Écoutez, cette situation est très grave. L'adage est connu, si l'État est fort, il nous écrase, s'il est faible, nous périssons. Mais écoutez, il n'y a pas une autre option de sortie des crises sans dialogue. Parce que même quand on fait référence à ces États, à ces puissances et à l'institution onusienne, je n'ai pas entendu quelque part dire que ces gens-là venaient avec des chars. Au contraire, ces gens viennent, rappelez-vous que le secrétaire général du Commonwealth est arrivé ici et avant de rentrer, après 5 jours de visite, est parti à Boya.
écoutez, est-ce que le secrétaire général du Commonwealth doit être plus soucieux de la situation, doit mieux comprendre l'importance et l'urgence qu'il y a à aller sur le terrain savoir ce qu'il est, que nos propres dirigeants. Je dis que c'est un problème. Depuis le début de cette crise, il y a une personnalité du monde social et politique dans ce pays que M. Atemengue méprise de la pire des manières, qui s'appelle Cabral Libi, qui a consacré une 50aine de postes dans cette crise et qui n'a eu de cesse de dire arrêtez le mépris, allez dialoguer. Il s'agit de toutes les façons des Camerounais. Et puis, si on est élu, si on dirige un pays, mais si on est incapable d'aller dialoguer avec ces personnes, c'est un aveu d'échec. C'est la preuve de ce que on ne tire pas son pouvoir des élus. Parce que si moi j'étais élu, je ne sais pas au nom de quoi le lendemain de l'élection tu vas me tourner le dos. Donc plus que jamais, et vous l'avez si bien dit, la solution à cette crise, quels que soient les cas, c'est le dialogue. Naturellement, je n'approuve pas les images que j'ai vues. Celles notamment de ces membres qu'on a vus dans un récipient. J'ai eu la chair de poule de la voir. À partir de ce moment, je convoque l'adage de tout à l'heure. Si l'État est faible, nous périssons. S'il est fort, il nous écrase. L'État ne doit être ni très fort, ni très faible. Il doit être médian et chercher chaque fois le consensus et le juste milieu. Merci. Monsieur Yaro, devant l'Assemblée nationale cette semaine, le Premier ministre a réexpliqué à propos du dialogue dont on parle tellement que le gouvernement le pratique depuis le début de cette crise. Pourquoi donc, jusqu'aujourd'hui, si le dialogue est pratiqué, à votre avis, la solution n'est pas là? Pourquoi est-ce que cela continue dans le camp en face? Selon moi, Carole, le dialogue est vraiment pratiqué. Parce que je suis rentré dans l'histoire pour évoquer le début même de la crise. En vous disant que tout était parti des réclamations catégorielles des enseignants et des avocats qui ont été récupérés par les extrémistes de la diaspora avec les relais locaux et qui se sont employés à substituer ces réclamations à un projet de sécession. Ça, c'est ce que j'ai eu à dire. Et d'après tout, l'État a donc compris, parce qu'à travers ces réclamations corporatistes, la plupart des points qui ont été soulevés ont été pris en compte par l'État. Sur le tard. C'est une façon de dialoguer. Peut-être vous attendez, parce que j'ai entendu longuement mon frère Okol s'exprimer sur le dialogue. Vous voulez que le dialogue soit peut-être face à face. Le dialogue en politique, ça existe. Et sachez que ça peut être expressif de toutes les manières, autant pour moi. Quand vous soulevez des réclamations, des revendications, et que l'État se montre accessible à ces revendications, c'est une manière de dialoguer. C'est pour cela que moi, je dis bien que l'État vraiment a affiché une bonne disposition au départ. Et qu'est-ce qui a donc gâté tout? C'est cette ingérence de ces terroristes. Je les appelle terroristes parce que regardez ce qui se passe du côté de l'extrême nord avec Boko Haram. Et je vous rappelle que l'appellation Boko Haram veut dire en Haoussa Boko, qui veut dire école. Haram veut dire illicite. Donc c'est l'école occidentale qui est illicite. Et pour aujourd'hui tirer une similarité entre Boko Haram et les sécessionnistes terroristes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, regardez que eux aussi, ce sont les écoles, les enseignants, les élèves qui sont ciblés. Et demandez-vous pourquoi on cible l'école. Tous les terroristes ciblent l'école, et surtout au Cameroun, parce qu'ils savent que les Camerounais sont intelligents. Parce qu'ils savent que c'est en détruisant l'école qu'ils vont nous condamner dans l'obscurantisme. Et ça ne va pas se faire. Le Cameroun a eu des leçons. Le Cameroun a regardé ce qui s'est passé dans les autres pays. Merci. Permettez qu'il termine dans son argumentaire. Donc sachez que nous avons eu à tirer beaucoup de leçons. Merci. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé en Libye. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé en Irak et de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Il y a eu manipulation. Et voilà, la déstabilisation a été faite. Et aujourd'hui, c'est les Libyens qui pleurent en disant que si on savait,
on n'allait pas se conduire de cette manière. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Atemengue, je termine avec vous, toujours en revenant sur ces propos du Premier ministre devant l'Assemblée nationale cette semaine à propos du dialogue mené par le gouvernement, parce que vous avez entendu sur ce plateau le retour ou bien l'utilisation du terme dialogue. Est-ce que ce dont dit que c'est le camp d'en face qui ne veut pas d'autre solution que ce qui est proposé, ou alors c'est le dialogue qui est mal fait? Parce que si un dialogue est fait et qui n'a pas de résultat, alors il est mal fait. Non, le dialogue n'est pas mal fait. Je crois que le problème est plus complexe et l'attitude que j'observe en face, qui comporte à la fois une bonne part de malhonnêteté intellectuelle, de mauvaise foi et d'opportunisme politique, me déçoit. Je l'ai dit et redit. Je crois que ce n'est pas admissible que des partis politiques qui aspirent à diriger cet État, qui vont diriger cet État, tiennent de tels propos. C'est-à-dire qu'ils mettent le feu à notre jeune État, contribuent à mettre le feu. Votre langage, c'est une façon de mettre le feu à cet État. Donc suggérer le dialogue, c'est mettre le feu. Alors qu'il y a la violence existe. On est à la fin. Mais c'est ça qui est le mépris. Et c'est ça qui envenime la situation. Ce n'est pas demander le dialogue qui envenime la situation. Non, c'est vous qui n'êtes pas tolérant. Et c'est dommage. Monsieur Atemengue, il y a près de 300 000 de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Mais vous estimez qu'on ne doit pas suggérer qu'il y ait un dialogue. 30 secondes pour lui répondre. Je vais vous donner 30 secondes pour lui répondre à chacun tout à l'heure. Le problème politique majeur, c'est que le SDF est pris dans son propre piège. Les extrémistes et sécessionnistes ont retourné par la peur et la dissuasion les populations, les chassant, brûlant les écoles et tout ça. On l'a observé. Et le SDF qui court après cette idéologie-là actuellement pour essayer d'exister encore. Et c'est ça qui rend la vie politique aujourd'hui très malsaine. Et je trouve cela totalement irresponsable. Je crois que ceux des missions diplomatiques qui vous reçoivent et qui écoutent ces histoires ne vous disent pas la vérité. Le problème de fond aujourd'hui, il faut que nos frères qui ont choisi les armes pour exprimer leurs opinions, leurs idées, les déposent et qu'on s'assied autour de table. C'est le prérequis au dialogue. Et c'est ce qu'il faut. Et vous devez y contribuer. Ce n'est pas en y mettant du feu. Vous avez déjà appelé quelqu'un? Écoute, vous êtes qui pour penser que vous aimez plus ces populations que Paul Biya dans ce pays? Ah bon, et il est massacre. Tout ce qu'il a fait avec l'ONU que vous évoquez qu'il aime pour délimiter cette frontière, pour éviter la guerre. Quelqu'un qui aime sa population, qui aime son fils, qui envoie l'armée. C'est des régions. Les bires. Vous racontez du n'importe quoi. C'est l'armée. Alors, merci. Une question de gendarmerie et de police qui se termine en armée, qui se termine en guerre. 10 secondes à chacun, 10 secondes, vraiment 10 secondes. Et je lance le chrono. 10 secondes, M. Tonga, je commence par vous. 10 secondes pour répondre aux propos de M. Atemengue. Oui, 10 secondes, c'est comme M. Biya a peur. M. Biya voit qu'il est en train de tout perdre. Il a envie de... Il a hérité le Cameroun dans des bonnes mains. Le président Ahidjo a transmis le pouvoir pacifiquement. Et M. Biya est en train d'amener ce pays dans la guerre. Et comme il ne veut pas laisser le pouvoir, parce que dans tous les cas, ils seront jugés, tous ces responsables qui massacrent leur propre peuple, oui, ils seront jugés. Merci. Madame Noah. Jugés. Vous utilisez les mots. Madame Noah, oui, rapidement. Génocide, massacre, franchement. Oui, vous êtes sérieux? Oui. Vous êtes sérieux? Qu'est-ce qu'on vit de quoi? C'est elle qui a la parole, je vous en prie. C'est elle qui a la parole. On va terminer, merci. Je refuse que vous des gros mots, génocide, je refuse que vous parliez de l'opposition. Alors, je vais pénal. Non, je refuse que vous parliez de l'opposition en disant qu'elle alimente la crise, d'accord? Parce que jusque-là, les gros mots que vous utilisez, si vous permettez, monsieur, vous n'êtes pas vos modérateurs. C'est exactement pour ne pas vous permettre de continuer. Nous sommes descendus sur le terrain. Nous, le MRC est descendu. Écoutez, le MRC est l'un. Vous n'êtes pas sérieux. Je vous dis que le MRC, il est déjà descendu sur le terrain à plusieurs reprises pour initier déjà ce dialogue-là avec les populations. Et c'est toujours dans ce même cadre. Mais attendez, si on ne vous écoute pas, on nous écoute quand même. Merci beaucoup. C'est juste pour vous dire qu'on alimente par la crise. Quand on dit la
Et nous avons fait passer le message même au gouvernement pour établir la paix. Mais qu'est-ce que vous laissez-moi d'avoir mon tour de parole, s'il vous plaît. C'est vous qui allez avoir mon tour de parole. Carole, j'ai mes 30 secondes. Dans moins de 4 mois, vous serez jugé. Donnez-moi mes 30 secondes, Carole. Donc vous avez peur. Oui, on va devoir donnez-moi mes 30 secondes. Parce que les rendez-vous de Canal 2 Donnez-moi mes 30 secondes, Carole. Donnez-moi mes 30 secondes, je vous en prie. Non, mes 30 secondes. Mes 30 secondes. D'accord. Monsieur Tonga, si vous permettez que M. Cole ait ses 30 secondes, on aura la paix sur ce plateau. En 2 ans et demi de crise, le président Biya, qui a toute l'armée avec lui, ne s'est pas rendu seulement à Moutenguene, à l'entrée du sud-ouest. Pas plus tard qu'il y a 8 jours, Cabral Libi était à Batibo et à Bamenda, sans une armée, sans être protégé. En 2 ans et demi, Cabral Libi a été au nord-ouest et au sud-ouest 9 fois. Le président Biya n'a pas été une seule fois. C'est la preuve de ce que celui qui est plus légitime s'appelle Cabral Libi et non Paul Biya. Le chef des armées. Comme vous le savez, cessons d'envenimer la situation. Merci. Parce qu'aujourd'hui, vous nous parlez des pertes en vies humaines dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est vrai. Oui. Mais comparé à ce que le septentrion a eu à perdre pendant la tentative de coup d'État de 6 avril 1984, ce n'est rien. Mais le septentrion a compris que penser sa blessure avec la patience, avec la tolérance. Le Cameroun ne s'est mis pas au septentrion. Mais vous êtes chaque fois à nous rappeler le septentrion. Le Cameroun, c'est pas seulement le septentrion. On parle du Cameroun, on ne parle pas de septentrion. Vous encouragez ceux qui prennent les armes. C'est le pays identitaire qui porte les armes. L'arme ne résout rien. L'arme ne construit pas. L'arme dépose les armes. Merci. Alors, c'est le régime qui envoie son armée. Si vous le voulez bien, monsieur le régime qui envoie son armée. Est-ce que vous dialoguez avec eux? Dites-leur de déposer les armes qui viennent autour de la table. On va terminer. On va prendre l'antenne à Douala. Je reviens sur le plateau de Mondial sur la 2 sur Douala parce que à partir de 15h, vous pourrez regarder la rencontre Espagne-Russie. C'est avec Aimé Moukoko et Tabi Clarkson aux commentaires. Et bien sûr, ne ratez pas le rendez-vous de 21h30 sur Canal 2 International. Mondial sur la 2, David Sandio, Yves Chamade et Lydie Yabeko. Si tout est prêt à Douala, je vous dis bonjour à l'équipe qui nous reçoit en plateau et je vous souhaite un bon match sur les antennes de Canal 2 International. Bon dimanche à vous et nous espérons avoir des invités plus corrects et plus respectueux de comment est-ce que les téléspectateurs reçoivent le débat à la maison. Bon dimanche. Carole, bien de choses à vos invités, hein. Vous faites bien de nous renvoyer l'antenne ici parce que la Coupe du Monde, le meilleur de cette Coupe du Monde se vit en direct sur les antennes de Canal 2 International et on va retrouver nos chers téléspectateurs dans quelques petites minutes. Ce sera bien sûr pour le plateau d'avant-match. Pour ce jour, le premier match, c'est le match qui oppose le pays organisateur, la Russie, à l'Espagne et dans les toutes prochaines minutes, on aura l'occasion de faire le tour pour ce qui concerne les rencontres entre ces différentes équipes, les tactiques et bien d'autres. Bien de choses à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt.